Toute conclusion suppose des prémices. Ces prémices elles-mêmes, ou bien sont évidentes par elles-mêmes et n'ont pas besoin de démonstration, ou bien ne peuvent être établies qu'en s'appuyant sur d'autres propositions. Et comme on ne saurait remonter ainsi à l'infini, toute science déductive, et en particulier la géométrie, doit reposer sur un certain nombre d'axiomes indémontrables. Tous les traités de géométrie débutent donc par l'énoncé de ces axiomes. Mais il y a entre eux une distinction à faire. Quelques-uns, comme celui-ci par exemple, deux quantités égales à une même troisième sont égales entre elles, ne sont pas des propositions de géométrie, mais des propositions d'analyse. Je les regarde comme des jugements analytiques a priori. Je ne m'en occuperai pas. Mais je dois insister sur d'autres axiomes qui sont spéciaux à la géométrie. La plupart des traités en énoncent 3 explicitement. Premièrement, par 2 points ne peut passer qu'une droite. Deuxièmement, la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Troisièmement, par un point, on ne peut faire passer qu'une parallèle à une droite donnée. Bien que l'on se dispense généralement de démontrer le second de ces axiomes, il serait possible de le déduire des 2 autres, et de ceux, beaucoup plus nombreux, que l'on admet implicitement sans les énoncer, ainsi que je l'expliquerai plus loin. On a longtemps cherché en vain à démontrer également le 3e axiome, connu sous le nom de postulatum d'Euclide. Ce qu'on a dépensé d'efforts dans cet espoir chimérique est vraiment inimaginable. Enfin, au commencement du siècle et à peu près en même temps, 2 savants, un russe et un hongrois, Lobachevsky et Bolyai, établirent d'une façon irréfutable que cette démonstration est impossible. Ils nous ont à peu près débarrassés des inventeurs de géométrie sans postulatum. Depuis lors, l'Académie des sciences ne reçoit plus guère qu'une ou 2 démonstrations nouvelles par an. La géométrie de Lobachevsky. S'il était possible de déduire le postulatum d'Euclide des autres axiomes, il arriverait évidemment qu'en niant le postulatum et en admettant les autres axiomes, on serait conduit à des conséquences contradictoires. Il serait donc impossible d'appuyer sur de telles prémices une géométrie cohérente. Or, c'est précisément ce qu'a fait Lobachevsky. Il suppose au début que l'on peut, par un point, mener plusieurs parallèles à une droite donnée. Et il conserve d'ailleurs tous les autres axiomes d'Euclide. De ces hypothèses, il déduit une suite de théorèmes entre lesquels il est impossible de relever aucune contradiction. Et il construit une géométrie dont l'impeccable logique ne le cède en rien à celle de la géométrie euclidienne. Les théorèmes sont, bien entendu, très différents de ceux auxquels nous sommes accoutumés, et ils ne laissent pas de déconcerter un peu d'abord. Ainsi, la somme des angles d'un triangle est toujours plus petite que 2 droits, et la différence entre cette somme et 2 droits est proportionnelle à la surface du triangle. Il est impossible de construire une figure semblable à une figure donnée, mais de dimensions différentes. Il est inutile de multiplier ces exemples. Les propositions de Lobachevsky n'ont plus aucun rapport avec celles d'Euclide, mais elles ne sont pas moins logiquement reliées les unes aux autres. La géométrie de Riemann. Imaginons un monde uniquement peuplé d'êtres dénués d'épaisseur, et supposons que ces animaux infiniment plats soient tous dans un même plan et n'en puissent sortir. Admettons de plus que ce monde soit assez éloigné des autres pour être soustrait à leur influence. Pendant que nous sommes en train de faire des hypothèses, il ne nous en coûte pas plus de douer ces êtres de raisonnement et de les croire capables de faire de la géométrie. Dans ce cas, ils n'attribueront certainement à l'espace que 2 dimensions. Mais supposons maintenant que ces animaux imaginaires, tout en restant dénués d'épaisseur, aient la forme d'une figure sphérique, et non d'une figure plane, et soient tous sur une même sphère sans pouvoir s'en écarter. Quelle géométrie pourront-ils construire ? Il est clair d'abord qu'ils n'attribueront à l'espace que 2 dimensions. Ce qui jouera pour eux le rôle de la ligne droite, ce sera le plus court chemin d'un point à un autre sur la sphère, c'est-à-dire un arc de grand cercle. En un mot, leur géométrie sera la géométrie sphérique. Ce qu'ils appelleront l'espace, ce sera cette sphère d'où ils ne peuvent sortir et sur laquelle se passent tous les phénomènes dont ils peuvent avoir connaissance. Leur espace sera donc sans limite, puisqu'on peut sur une sphère aller toujours devant soi sans jamais être arrêté, et cependant, il sera fini. On n'en trouvera jamais le bout, mais on pourra en faire le tour. Eh bien, la géométrie de Riemann, c'est la géométrie sphérique étendue à 3 dimensions. Pour la construire, le mathématicien allemand a dû jeter par-dessus bord non seulement le postulatum d'Euclide, mais encore le premier axiome. Par 2 points, on ne peut faire passer qu'une droite. Sur une sphère, par 2 points donnés, on ne peut faire en général passer qu'un grand cercle.
qui, comme nous venons de le voir, jouerait le rôle de la droite pour nos êtres imaginaires. Mais il y a une exception. Si les deux points donnés sont diamétralement opposés, on pourra faire passer par ces deux points une infinité de grands cercles. De même, dans la géométrie de Riemann, au moins sous une de ses formes, par deux points ne passera en général qu'une seule droite. Mais il y a des cas exceptionnels où par deux points pourront passer une infinité de droites. Il y a une sorte d'opposition entre la géométrie de Riemann et celle de Lobachevsky. Ainsi, la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits dans la géométrie d'Euclide, plus petite que deux droits dans celle de Lobachevsky, plus grande que deux droits dans celle de Riemann. Le nombre de parallèles qu'on peut mener à une droite donnée par un point donné est égal à 1 dans la géométrie d'Euclide, à 0 dans celle de Riemann, à l'infini dans celle de Lobachevsky. Ajoutons que l'espace de Riemann est fini, quoique sans limite, au sens donné plus haut à ces deux mots.